Salut à toutes et à tous, c'est Paul sur le Grand Méchant Loup. Je vous retrouve pour faire le débrief du match Loup contre Trévise. J'étais au stade et on a encore vécu une défaite très frustrante et une élimination de la Challenge Cup, même si on savait qu'on était déjà éliminé avant. Pour faire un petit rappel sur l'avant-match, donc comme je viens de le dire, on savait qu'on était éliminé avant, on était condamné, mais ça n'avait pas empêché Karim Ghezal de mettre une équipe quand même assez aguerrie, même si on n'était pas sur un 15 type. Voilà, donc on a eu la disparition des jeunes, alors que depuis le début de la compétition, on avait fait le choix de titulariser ou de mettre sur le banc des jeunes du centre de formation. Donc pour ce qui est du stade, c'était assez vide, on était 10 ou 12 000 personnes, mais l'ambiance était quand même sympathique parce qu'on avait plusieurs clubs de la région et même au-delà de la région, on avait par exemple le Servette Rugby, donc le club de Genève, qui était invité. Donc voilà, ils leur avaient fait des petites pancartes avec le nom de leur club et c'était assez sympa à voir et il y avait une bonne ambiance dans les travées de Gerland. On va s'attaquer au match, donc avec 20 très très bonnes minutes pour commencer le match, ou en tout cas un bon quart d'heure. Donc avec un doublé de Parisiens, donc en défense on a été très très bon, en attaque aussi on a su mettre le feu, comme on dit. On les attend un petit peu de temps en temps, mais après défensivement on assume et on est bon. On leur met vraiment une branlée sur les 15 premières minutes. Puis après on prend un orage italien avec plein d'essais jusqu'à la mi-temps. Et au final, on finit le match, la mi-temps, pardon, à 31-14. Alors, où est-ce que tourne le match finalement? Parce que comment on peut si bien commencer puis s'effondrer après? Donc pour moi, le match tourne à un endroit clé. C'est quand Vanguiradze aplatit un essai dans l'embut. Et après, il y a un doute sur le fait qu'il ait mis le genou en touche en même temps. Au final, l'arbitre anglaise du match, Sarah Cox, décide de ne pas accorder l'essai. Donc là, ça tourne. Et puis après, on a Vanguiradze qui fait un énorme début de partie et une énorme saison au passage, qui se blesse et qui sort. Puis après, on a notre numéro 10, Paddy Jackson, qui se blesse. Encore un numéro 10 en moins au Loup. Va pas falloir que Martin Méliande se blesse, sinon on n'aura plus de numéro 10, même si on sait qu'on a Chapchet qui est capable d'occuper ce poste. Mais sinon, après, ça va être très compliqué. Donc il faudrait que Paddy Jackson, on l'espère, revienne vite. En tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement, sachant qu'il avait fait un très bon début de match aussi. Donc voilà, et c'est à partir de ce moment-là que ça tourne, et après, avec ces deux blessés et cet essai refusé, on a les Italiens qui sont très très forts et qui nous mettent un énorme orage dans notre club, enfin dans notre stade, pardon, et avec bien aidé aussi par une arbitre anglaise qui a été fidèle à elle-même, c'est-à-dire très partial pour moi. On reviendra après sur sa performance. Je suis d'accord qu'il ne faut pas tout remettre sur l'arbitre, surtout quand on en prend 30. Mais il y a eu quand même certaines choses dont j'aimerais vous parler. Et vous me direz si vous êtes d'accord avec moi en commentaire. Il n'y a pas de souci pour débattre. Donc voilà, à la mi-temps, on a aussi les jeunes du Loup, donc les Godermen qui ont été champions de France, qui sont venus nous présenter leur bouclier. C'était assez sympa, sachant c'était une génération un peu dorée parce qu'ils ont aussi gagné en étant minimes. Donc voilà, très très content pour eux et j'espère qu'ils vont tous prolonger au Loup jusqu'à longtemps et que comme ça, dans 10 ans, peut-être qu'on aura une équipe potable pour aller chercher des titres, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc voilà, on va, suite à cette parenthèse enchantée, en deuxième mi-temps, on attaque bien la deuxième mi-temps, comme notre début de match, mais on n'arrive pas à concrétiser. On a des pénalités qui se succèdent proches de la ligne, mais William rate un truc de fou, c'est-à-dire que on joue, on porte un ballon sur une pénalité et William oublie tout simplement de taper dans le ballon. Donc, il faut logiquement sanctionner, hein, et c'est quand même une faute problématique à un niveau professionnel comme celui-là. Après, si je puis me permettre, les Sud-Africains la semaine dernière avaient fait exactement la même chose contre nous. Et au final, ils n'ont pas été sanctionnés. Donc, encore une fois, un arbitrage à 19 vitesses en Coupe d'Europe, mais c'est aussi le cas en top 14. Donc voilà, on reviendra sur l'arbitrage après. Ensuite, on prend encore une fois la foudre avec 3 essais marqués par les Italiens, mais il y en a quand même 2 qui sont refusés par l'arbitre, donc un pour un écran. Donc là, ça y est, elle avait retrouvé la VAR et le monsieur de la VAR avait retrouvé son micro, apparemment. Il avait retrouvé comment appeler l'arbitre central. Puis après, pareil, un nouvel essai refusé pour un en avant. Donc ça, assez rapidement, je crois que c'est le monsieur de l'oreillette qui lui a dit assez vite.
Et au final, voilà, on a quand même du mal à marquer, nous, à reprendre le dessus. On arrive à marquer par l'intermédiaire de Dylan Crétin, qui était bien lancé sur l'aile et qui a fait un super match et qui nous a mis un essai, qui nous a rapproché d'un bonus, potentiellement d'un bonus offensif. Et on aurait essayé sur la fin de match d'aller chercher ce bonus offensif, mais ça a été trop compliqué, on ne trouvait pas les solutions. On a été complètement bloqué, on a essayé de passer par l'avant, par l'arrière, mais à l'avant même malgré un énorme banc, parce qu'on avait quand même Kamisha et Guillard sur le banc, on n'a pas réussi à prendre le dessus. Donc ça a été un match beaucoup trop compliqué. Donc une nouvelle défaite et on est dernier de la poule. Donc un challenge à absolument oublier. Je vais faire un petit point sur l'arbitrage, qui a pour moi eu une influence sur le match, même s'il ne faut pas, encore une fois, tout remettre sur l'arbitre, parce que voilà, quand on en prend presque 40 chez soi, il faut quand même savoir se remettre en question, et c'est ce que je fais en disant qu'on a été assez mauvais. J'étais très énervé contre le club et contre l'équipe, parce que normalement on est un club qui joue les Coupes d'Europe, on s'est toujours qualifié sur les dernières années, et faire une prestation comme ça, c'est pas possible. Après, je nuance un petit peu en constatant on n'est pas le seul club français à la peine en Coupe d'Europe cette année, même si ça se passe plus au niveau de la Challenge Cup. Donc voilà, il faut quand même nuancer, mais c'est quand même assez décevant. Donc maintenant, on va regarder l'arbitrage de plus près. Je vais vous faire part de certains doutes, et si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous invite à vraiment débattre en commentaire. Je suis super ouvert. Et encore une fois, c'est pas contre l'arbitre ou quoi, c'est juste des erreurs que j'ai constatées et qui sont souvent constatées selon moi. Pour moi, on a quand même un arbitrage en France qui est bon, donc peut-être qu'on est trop bien habitué. Et en Coupe d'Europe, j'ai l'impression que sur les 4 matchs de Challenge Cup, on a été quand même assez mal arbitré. On va pas faire le procès de tous nos arbitres, mais celle d'aujourd'hui, quand même. Sarah Cox, du coup, arbitre professionnel depuis 2014, donc ça fait 12 ans. Donc on attend quand même qu'elle soit en mesure de faire une grande prestation. Et ce soir, ça n'a pas été le cas, enfin cet après-midi, parce qu'on jouait à 14 heures. Ensuite, du coup, on a sur un premier essai, une claire, déjà sur l'essai refusé. Parce que voilà, je vais commencer par là, l'essai refusé au low rugby. On a, selon moi, un petit doute sur le fait qu'il aplatisse en même temps qu'il mette le genou au sol. Pour moi, il n'y a pas d'image claire. Donc voilà, je vous laisse. Mais là, encore une fois, ça fait débat. Donc là, pourquoi pas? Encore une fois, j'aurais peut-être refusé aussi à sa place. Mais on peut quand même émettre un doute quant à cette décision. Mais je dirais que là, c'est la plus douteuse. C'est mon argument le plus douteux. Voilà. Mais ensuite, sur des situations plus claires, c'est pour ça que d'ailleurs je ne l'avais pas mis dans la liste. Sur des situations plus claires, on a un premier essai avec une claire entrée sur le côté d'un défenseur italien sur un ruck qui avait eu lieu 3-4 phases de jeu avant. Et là, rien n'est sifflé. À l'oreillette, on ne prévoit rien. D'ailleurs, on a notre notre pilier gauche, pardon, Absuri, qui reste sonné quelques secondes après et qui donc ne peut pas se replacer pour défendre. Donc, on a une entrée sur le côté qui n'est pas signalée. Et c'est dommage. Sur le troisième essai, donc, qui est un ballon porté, on se fait enfoncer sur 40 mètres. Donc là, c'est pas normal. Je suis bien d'accord. Mais le problème, c'est qu'avant, on a une pénalité. Pourquoi il y a ce ballon porté? Parce qu'on a une pénale touche qui est sifflée sur les 40 mètres avec Chapchet qui tente de relancer mais qui se fait reprendre par la patrouille. Et on a clairement un Italien qui vient gratter mais qui met clairement les mains au sol. Et là, encore une fois, je trouve pas ça normal vu comme l'arbitre est placé de ne pas siffler. Et même, voilà, on a la technologie et la VAR qui est censée nous prévenir sur ce genre de faute. Donc, normalement, il y a une faute italienne. Donc, encore une fois, je trouve pas ça normal. Ensuite, pour moi, on a quand même beaucoup dominé en mêlée et on n'a pas été capable, côté corps arbitral, de nous trouver des fautes pour le low rugby. Donc, la mêlée, c'est quelque chose de très spécifique. Il y a beaucoup de secrets au niveau des premières lignes, au niveau des arbitres. Donc il y a beaucoup de non-dits et de problèmes non résolus. Mais je pense que c'est une question de ressenti, une question de dynamique. Et là, il y avait au moins 2-3 occasions sur les mêlées de siffler pour nous, à notre avantage. Mais ça n'a pas été trouvé par l'arbitre. Donc c'est encore un reproche que je fais. Voilà. Après, on a un coup de coude clairement donné en pleine tête à Guillard. Mais là, pareil, on n'est même pas allé vérifier à la VAR. Même pas on a pris le temps d'aller checker ça tranquillement dans un but pédagogique. Parce qu'encore une fois, sur les premières fautes que je signale,
ce sont des fautes de jeu, il n'y a pas de problème. Mais là, on est sur une faute d'anti-jeu, donc avec un coude qui est clairement porté à la tête de Guillard. Et donc, ça montre pour moi une mauvaise image aux spectateurs qui risquent de reproduire la même chose sur les terrains le week-end prochain, forcément. Donc, c'est assez problématique. Puis, en fin de match, on a une pénalité qui est retournée. Donc, Kamisha marque un essai en 2 temps qui est logiquement pour moi refusé. Même si c'est pas toujours sifflé, encore une fois. Arbitrage a beaucoup de vitesse en rugby, tout simplement, dans le rugby international. Et puis voilà, on a des Italiens qui refusent de rendre le ballon. Donc il y a un petit accrochage et Guillard vient un peu à la rescousse et se fait tirer par les Italiens hors de ce rassemblement de joueurs, on va dire. Et l'arbitre décide miraculeusement de retourner la pénalité comme si nous étions les seuls fautifs. Donc c'est assez problématique, sachant qu'elle désigne Guillard clairement comme responsable. Alors que pour moi, ce n'est pas le seul responsable là-dedans, et elle aurait dû juste nous donner la pénalité en avertissant les deux capitaines. Donc voilà, c'est tout sur l'arbitrage. Je crois que j'ai déjà passé 2-3 minutes, donc ce sera largement suffisant. Mais encore une fois, je ne veux pas tout remettre sur les épaules de l'arbitre, et je vous laisse en discuter en commentaire. Ça sera un plaisir de vous répondre. Mais voilà, je trouve que quand même dans cette Challenge Cup, comme je le disais juste avant, on a été mal arbitré. On va revenir sur nous, donc en faisant une petite critique joueur par joueur, en attribuant une note. Donc pour notre 15, Jérôme Ray, je lui mettrai un 4, parce que Jérôme, le problème c'est que c'est un super joueur, un super finisseur, mais qu'aujourd'hui, je pense qu'il est plus capable de tenir de tenir 1 heure, plus d'une mi-temps en tout cas. Donc voilà, on a eu quand même un gros rythme sur les 20 premières minutes et après ça a été plus compliqué. Marchand, je lui ai mis la moyenne parce que je trouve que sur les touches, ça a été plutôt pas mal. Après, dans l'impact du jeu, il a été un peu mis dans le mal à l'image du paquet d'avant. Pour Apsiori, j'ai mis un 6 parce qu'encore une fois, il a joué très longtemps pour un pilier. Je trouve que c'est l'un de nos meilleurs piliers gauche en tout cas, si ce n'est le meilleur. William, pareil, un 5, assez bon dans les 20 premières minutes, mais après assez mis en difficulté à l'image de ses coéquipiers. Maintenant qu'on passe sur la troisième ligne avec Dylan Cretin, je lui ai mis un 7, Dylan, parce que je l'ai trouvé très bon, surtout sur son essai. Je trouve qu'il a été assez énorme et c'est très positif pour la suite. Allen, j'ai trouvé qu'il avait été du coup sur l'autre aile de la troisième ligne. J'ai trouvé qu'il avait été assez absent, je ne l'ai pas beaucoup vu. Donc voilà, je lui ai mis un 4 et j'espère qu'il améliorera le niveau assez vite. Jvan Guiradze, sur les 20 premières minutes qu'il a faites, je l'ai quand même noté, je lui ai mis un 8, mais je ne pourrais pas le mettre dans homme du match parce que voilà, pour moi, il n'a pas fait toute la performance avec l'équipe. Et il me semble que j'ai oublié un deuxième ligne. Donc, et oui, il manque aussi du coup, la performance de Yann Serrou, moi que j'ai trouvé pas mal. Après, c'est un joueur que j'apprécie, mais encore une fois, un peu dans le mal. Donc voilà, je lui ai mis un 5 également. Donc voilà, j'avais oublié ce petit détail. Couillou, je lui ai mis un 5 aussi, parce que pour moi, il fait le taf, Baptiste. Mais voilà, encore une fois, c'est un joueur sur lequel on a beaucoup d'attentes et qui est un peu plus dans le mal et qui a un peu plus d'appréhension après s'être blessé plusieurs fois à l'épaule et aussi après avoir pris une commotion contre Toulouse. Donc forcément, ça n'aide pas. Paddy Jackson, j'ai trouvé assez bon sur le moment où il a été là, donc je lui ai mis un 6, même si bon, il nous fait un petit coup de pied un petit peu foireux à un moment donné sur une relance. Je l'ai trouvé plutôt pas mal. Vai Nicolo, un 5. Parce que voilà, il a été clairement contrecarré par les joueurs de Trévise qui attendaient qu'en fait il re-rentre à l'intérieur, il le laissait un peu slalomer, puis ensuite il se faisait attraper, et puis le soutien mettait du temps à arriver. Donc au final, il se faisait souvent reprendre et on s'est souvent fait gratter des ballons suite à ses interventions. Théo Millet, 5, parce qu'encore une fois il fait un match entre guillemets normal, mais sans plus. Parisien, je lui ai mis un 7 parce qu'il est quand même auteur d'un doublé. Il n'a pas beaucoup joué en ce début de saison et là, j'ai trouvé qu'il avait été plutôt bon, autant défensivement qu'offensivement. Donc voilà, Mathiron, je lui ai mis un 5 parce qu'il a été un petit peu absent, mais surtout sur un essai. Voilà, en défense, il doit plaquer le numéro 11, donc qui est balèze, hein, le numéro 11 de Trévise. Mais voilà, il ne l'a pas fait. Puchatchet, pareil, un 5, qui a fait quelques approximations à l'arrière, mais qui est quand même toujours un joueur présent et qui est là quand c'est important.
Le banc, j'ai mis un 4 parce que je trouve qu'il n'a pas eu l'influence escomptée. Ça aurait pu être pas mal dans le cadre de la blessure de Paddy Jackson de faire rentrer du coup Méliande et puis après de pouvoir changer un autre joueur en mettant au poste de 15 au poste d'ailier. Au final, on devait avoir Massy, on a eu Ratez, donc c'est quand même pas le même profil, on est d'accord. Donc voilà, ça a été assez compliqué, moi je trouve, au niveau du banc, qui n'a pas assez apporté à mon goût. Voilà, pour ce qui est de l'homme du match, j'ai mis Alfred Parisien parce qu'il était auteur d'un doublé et pour le récompenser de son retour, mais je sais que au passage, j'oublie quand même Dylan Crétin, auteur d'une grosse prestation. Donc voilà, c'est un peu un double homme du match, mais je mettrai quand même Parisien. Si je devais en choisir qu'un, parce que c'est un peu la règle quand même. Donc, bilan de la Challenge Cup et de ce match, ben, c'est les boules, hein. On a, dans cette Challenge Cup, le seul point positif, c'est qu'on a pu faire jouer les jeunes et qu'on a quand même, je pense, une belle génération qui arrive. Il faut encore qu'elle se construise. Et encore une fois, c'était un peu un coaching diplomatique parce que c'est des jeunes qu'il fallait faire jouer pour pas qu'ils partent et pour qu'ils restent et qu'ils se sentent intégrés au projet et qu'ils restent dans notre club, tout simplement, qu'on garde nos petites pépites. Donc voilà, on a fait une phase de poule assez diplomatique et c'est assez embêtant en tant que supporter nous qui aimons jouer l'Europe. Mais bon, c'est un peu à l'image des prestations françaises, donc un peu en difficulté. Et encore une fois, assez mal arbitré aussi, avec des arbitres qui tombent quand même dans tous les panneaux possibles. Donc, on n'est pas très très bien. Il va falloir vite rebondir face au Racing 92 la semaine prochaine. On fera un petit avant-match comme d'habitude sur cette chaîne. Et je vous ferai un petit débriefing juste après. Voilà, je vous dis, je vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis voilà, on se revoit très vite.